François Colosimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes essentiellement éditeur, les éditions du Cerf, écrivain et auteur de La crucifixion de l'Ukraine, publié chez Albin Michel. Et puis hier, d'une interview dans le Figaro passionnante pour le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Vous dites, Poutine a déclenché une apocalypse théologico-politique. Expliquez-nous. Mais vous le voyez bien, n'est-ce pas? D'abord, rien ne forçait Vladimir Poutine à entreprendre l'invasion de l'Ukraine. Il avait marqué des points redoutables sur l'échiquier mondial. Vous voyez bien la Géorgie, la Crimée, le Donbass. Il avait été présent en Syrie, il avait gagné la guerre de Syrie en quelque sorte. Il nous bousculait au Mali, au Burkina Faso. En fait, il marquait des points avec une impunité totale. Mais il avait besoin de l'Ukraine pour le rêve impérial. Sans l'Ukraine, la Russie n'est pas un empire. Sans l'Ukraine, la Russie n'est plus une puissance, n'est plus un empire. Mais voyez bien qu'il a engagé en fait le fait de briser en quelque sorte l'état de la loi, la règle du droit international. Il a amené en Europe un type de conflit qu'on connaît partout ailleurs dans le monde, qui sont ces conflits politico-religieux, où en fait, par exemple, vous voyez des empires, des néo-empires, tels que la Turquie, l'Iran, l'Inde, la Chine, aller chercher dans le fond religieux. Vous voyez bien que Xi Jinping parle de confucianisme. Bon, l'Iran, des mots là, c'est évident. Erdogan restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie, qui avait été un musée. Moody veut hindouiser l'Inde. Ouais. Comme finalement les islamistes veulent islamiser les musulmans. Mais vous dites... Poutine... Et Poutine, lui, il a l'orthodoxie pour, je dirais, amener ce type de conflit au cœur de l'Europe et d'un coup colorer son entreprise impériale aussi de justification religieuse. Il mène une croisade contre ce qu'il appelle l'Occident collectif. Il a pour lui son turiféraire, son pontife, le patriarche Kirill, n'est-ce pas, qui est en fait pas du tout un petit bonhomme religieux qui est influencé, traumatisé, manipulé par un pouvoir, mais qui est une partie du système. Et écoutez-les tous les deux. Lorsque Poutine dit notre puissance de résistance, personne ne la connaît, notre capacité d'endurance au sacrifice, tous nos ennemis seront tout droit en enfer, mais nous aussi nous serons morts, mais nous serons au paradis. Ou lorsque le patriarche Kirill promet l'absolution de leurs péchés et le rang de martyr aux soldats qui vont tomber mobilisés, aux soldats russes mobilisés. Vous allez loin, vous dites c'est quasiment une dérive djihadiste. Oui, c'est le langage, en tout cas, d'Oussama Ben Laden. Mais c'est aussi le langage maximaliste que vous entendrez dans la bouche d'un Erdogan lorsque, par exemple, il considère que toutes les terres où il y a eu un ottoman sont les terres des ancêtres qui lui reviennent. Vous avez aujourd'hui une forme de déchaînement, effectivement, que je qualifie moi de théologico-politique, qui est que tous ces grands empires ont voulu imiter l'Occident, n'est-ce pas, au 19e siècle. L'arrivée de l'Occident, c'était une provocation totale, une perte de contrôle. Où est le dominant? C'était l'Occident. On a voulu avoir le secret de l'Occident. On a fabriqué des régimes très séculiers, voire athées, quand on est devenu communiste. Et puis, le système s'est essoufflé. C'est-à-dire la Turquie d'Atatürk, la Chine de Mao, l'URSS de Brejnev. On voit le retour du théologico-politique. Mais parce qu'il faut réarmer et que la religion, ça sert à rien. Donc, ça donne un conflit mondialisé, dites-vous, mais pas encore de troisième guerre mondiale. Il n'y aura plus de troisième guerre mondiale, à mon sens. Enfin, je suis pas là pour prophétiser, j'ai pas une boule de cristal. Vous voyez bien il suffit que les troupes russes entrent en Ukraine pour que les routes de l'énergie soient bloquées, le pétrole, le gaz, pour que l'approvisionnement du monde en blé soit menacé. Et ça veut dire les révolutions du pain, vous savez. Dans l'hémisphère sud, comme nous avions encore au XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Si le blé vient à manquer en Égypte, s'il vient à manquer en Afrique subsaharienne, mais ce sont les foules dans les rues, les régimes déstabilisés. Quelque part, c'est ça qui fait qu'on bloque ces conflits. Oui, et en même temps, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on attend de savoir ce que veut dire la Chine, ce que va dire la Chine. Dans le même temps, vous voyez bien qu'à l'ONU, on n'arrive pas à avoir un vote condamnant massivement la Russie, parce qu'il y a des tas de pays qui préfèrent rester sur l'expectative. 32 abstentions et 7 voix contre cette nuit, contre la résolution. C'est à la fois pas beaucoup et c'est quand même signifiant. Oui, mais vous avez quoi? Cette musique de Poutine, je combats cet Occident décadent, mais surtout menteur finalement, qui utilise les droits de l'homme de manière variable selon ses intérêts. On n'aime pas Poutine, on a un mauvais souvenir de l'URSS, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas la tyrannie forcément dans les pays de l'hémisphère sud, mais c'est une musique qu'on entend
Mais vous dites, il est certain, dans cette aventure ukrainienne, d'y naufrager son pouvoir. Oui, parce qu'il a perdu déjà, c'est fini. Mais enfin, regardez, le résultat est là. Regardez, vous savez, on a des complotistes. On a des complotistes en France qui sont pro-russes, qui sont pro-poutiniens, on va dire. Arrêtons de dire russes, disons poutiniens, n'est-ce pas? Bon, on va leur poser la question. Eu égard au fait que, après l'invasion de l'Ukraine, l'Ukraine, qui était un pays pas très uni, est aujourd'hui une nation en armes. Ce que vous appelez le revivalisme ukrainien. Voilà. C'est une nation en armes, résistante et bravo, héroïque. Zelensky, c'était un peu un acteur devenu président un peu par accident, c'est Churchill. L'OTAN, c'est en coma dépassé, elle recrute la Finlande et la Suède. L'Amérique est de retour en Europe. L'Allemagne réarme. C'était interdit, elle réarme et tout le monde trouve ça normal. Donc on peut se dire, est-ce que Poutine, au fond, n'est pas un agent de la CIA qui a sabordé son propre vaisseau. Parce qu'il aurait été que le résultat n'aurait pas été autre. C'est la Russie profonde qui va changer le régime poutinien, ou c'est dans les cercles du pouvoir qu'à un moment donné, on va passer à autre chose? Non, je crains que, malheureusement, vous voyez, notre but de guerre, c'est évidemment que l'Ukraine soit libre, qu'elle soit reconstruite. Enfin, libre, elle l'est déjà en quelque sorte par son effort héroïque, qu'elle retrouve sa souveraineté autant que possible sur ses territoires perdus. Et tout dans les autant que possible, autant pour la diplomatie occidentale. À l'heure qu'il est, vous le savez bien, Christophe Barbier, on ne sait pas où on va. On ne sait pas quelle pourrait être, même, je dirais, la charte de négociation, puisque Poutine n'en veut pas. Mais de l'autre côté, il faudra reconstruire spirituellement, moralement, la Russie, sans quoi il n'y aura pas de paix. Le schisme orthodoxe, là, entre Kiev et Moscou, cette fracture dans la famille orthodoxe, c'est définitif? C'est réparable? Non, c'est fini. Pour longtemps, en fait, les Ukrainiens ont appris la faute à Poutine, à haïr les Russes. Et cette détestation sera profondément durable, d'autant plus que cette détestation aura marqué véritablement l'émergence de leur fait national accompli. Vous voyez, on a un retour des empires aujourd'hui, mais on voit aussi que l'histoire continue parce qu'on a encore ce qu'on appelle un peu en américain, parce que le terme est fort, du nation building, de la construction nationale. Vous avez en ce moment une construction nationale qui se déroule sous vos yeux en Ukraine. Avec quel ferment religieux? Parce qu'on les voit fêter Noël comme les catholiques. Qu'est-ce qui se passe religieusement dans ce nation building? Moscou est l'héritière du baptême de Kiev. Le baptême de Kiev, 10e siècle, c'est le baptême des Slaves. Voilà. Mais Moscou a annexé Kiev. Et aujourd'hui, la Moscou de Poutine veut annihiler sa source, en quelque sorte. Poutine dit, je récupère mon ADN, mais je commence par le bombarder. Vous voyez, c'est une démarche totalement nihiliste. Eux, de leur côté, les Ukrainiens, qui sont partagés entre l'Est et l'Ouest, l'Ukraine récapitule intérieurement, métabolise le destin de l'Europe, n'est-ce pas? Elle réunit véritablement ces deux versants. Eh bien, voilà qu'ils retournent à une orthodoxie libre de Moscou, c'est-à-dire une orthodoxie qui effectivement peut s'intégrer dans l'ensemble européen d'un point de vue culturel, Noël, et culturel, droits de l'homme, etc. L'orthodoxie russe, l'église, le clergé russe orthodoxe, peut-il débarquer Kirill, dépoutiniser l'église? Non, malheureusement, vous voyez, Poutine a inventé un régime inédit, c'est ce que j'appelle l'espiocratie. Il est l'héritier de la Tchéka qui a donné lieu à la KGB, FSB. KGB, FSB, GPU, NKVD au milieu. Même sous l'URSS, vous aviez le KGB et le Politburo. Il y avait des politiques. Avec Poutine, les services ont pris tous les pouvoirs, y compris religieux. N'est-ce pas? Toute la hiérarchie religieuse est soumise, en fait, au Kremlin. Donc, de ce point de vue-là, vous avez ces espions qui sont les héritiers de la Tchéka, qui sont capables de mettre en œuvre un régime de terreur, de propagande, c'est ça leur premier métier, qui sont devenus un véritable clan mafieux kleptomane, qui n'a plus que comme ambition de se survivre. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de savoir si la Russie va faire la paix, c'est si Poutine jusqu'où il va aller pour sauver son régime. L'Ukraine, dans la construction de cette nation, dans sa volonté d'intégrer l'Union européenne, l'Ukraine est-elle capable d'affronter son passé pendant la Seconde Guerre mondiale et de renoncer à l'apologie des leaders nationalistes pro-nazis? Absolument, c'est la véritable question. La véritable question, c'est que dans cette construction nationale, et je l'ai souvent répété, pour nous, le critère de l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe, ce ne sera pas simplement sa résistance héroïque des institutions démocratiques, mais ce sera de mettre la mémoire de la Shoah par balle, à laquelle des Ukrainiens ont participé, il y a eu des divisions galiciennes SS, de la mettre
au même niveau que la mémoire de l'Holodomor, c'est-à-dire la famine organisée par Staline, qui a touché principalement l'Ukraine, mais qui a débordé. Il faut que l'Europe ait ces deux mémoires, n'est-ce pas? Et les Ukrainiens, ce sera un grand test pour eux de savoir si, dans leur magnifique résistance face à ce fait néo-totalitaire que représente Vladimir Poutine, ils auront aussi la capacité, le courage de regarder aussi leur passé et de voir que ce passé a abouti à la mort systématique d'1 million 200 000 juifs d'Ukraine. L'Ukraine, vous le rappelez, dans l'étymologie, c'est Kraï, c'est la frontière. Ça peut être vraiment l'Europe ou ça restera un nombril tellurique? Ils ont choisi désormais l'Europe, mais l'Europe se mérite à un point précisément. L'histoire de l'Europe, elle est pleine d'ombre. L'Europe n'a pas été magnifique durant toute son histoire. Simplement, chaque fois que l'Europe a inventé une monstruosité, elle a inventé l'antidote à cette monstruosité en même temps. Le génie européen, c'est une simple chose, le retour critique sur soi pour bien comprendre que tout être humain est capable de devenir inhumain. Et comment on fait pour ne pas le devenir à partir de là? C'est ce retour critique, c'est le jamais plus. Ça sera ça, encore une fois, le test pour les Ukrainiens, véritablement, de leur européanisation définitive. Retour critique de l'Europe aussi sur la manière de traiter la Russie d'après-demain, la Russie d'après Poutine. Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs. Voilà, et puis il faut pas que la Russie implose. La Chine lorgne sur la Sibérie, sur l'extrême-orient russe. Cette Sibérie qui nous serait indispensable à nous, Européens, pour véritablement être une puissance. Il faut pas déclencher une guerre de 30 ans entre des principautés. Vous auriez des Prigogine, des Kadyrov qui se battraient entre eux. Nous allons... Il faut sauver l'Ukraine et sauver la Russie. Jean-François Collet-Simon, merci, bonne journée. Merci beaucoup Christophe, et vous restez avec nous, on parle de la guerre en Ukraine et on fera justement le premier bilan de ce premier anniversaire dans notre décryptage de l'information dans 10 minutes, et notre invité également ce matin à 8h30 sera le spécialiste de la Russie Nicolas Tenzer.